fait de la physique sur une surface, ou plutôt quand on fait de la géométrie sur une surface, les longueurs entre deux points qui sont infiniment proches, enfin, séparés par des distances infinitésimales, s'écrit de cette manière-là. C'est Pythagore moderne, voilà. Jusque-là, ça va. À partir de là, on peut très bien faire un champ de coordonnées, se placer en coordonnées polaires. Par exemple, j'ai un point qui est ici. Là, j'avais x qui était comme ça, y qui était comme ça, et puis je décide de prendre, voilà, ça c'est un axe de référence, ça je l'appelle θ, et un point ici, je le repère par sa distance r par rapport au centre. Les longueurs, du coup, s'expriment entre ces mêmes points, s'expriment de la façon suivante, ça fait dr2 plus r carré dθ2. On a du coup, si on veut écrire ça avec une métrique, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, la métrique qui correspond à ça, elle s'écrit ici G, I, J. Je vais mettre des I et des J parce que maintenant, ce n'est pas des variables d'espace-temps ici, c'est juste deux variables d'espace. Hein. Ben ça vaut. Hein, ça, si je l'écris sous la forme G, I, J, dx, I, dx, J. Donc, le G, c'est le coefficient devant les éléments différentiels ici. Et ben, celui qui est devant en R ici, donc le coefficient de dr carré, c'est 1. Celui qui est en R, θ ici, c'est 0. Il n'y a pas de dr, dθ là-dedans. Il n'y a pas de dθ, dr non plus. Et celui qui est ici, c'est r carré. Donc ça, c'est la métrique de l'espace qu'on vient de considérer, décrit en coordonnées polaires. La métrique qui était là-haut, d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas écrite, mais ça aurait été le état. Hein. C'était G, I, J est égal à 1, 0, 1, 0. Hein, c'est le truc vraiment plat de base. Voilà. Quand on change de coordonnées, vous voyez que ça change le G menu. Ici, le G, I. Si maintenant on se met en coordonnées, donc ça c'était le plan hein, en coordonnées polaires. Si maintenant je me place sur la sphère, et que vraiment je me place à la surface de la sphère en coordonnées sphériques, vous vous rappelez que cette fois le dl carré, on l'avait écrit la dernière fois, ça s'écrit R2 de θ2, plus, et je vais noter ici grand R, c'est le rayon de la sphère, R2 sinus carré θ, d phi 2. Donc, θ et phi, ce sont les coordonnées cette fois-ci, le GIJ s'écrit R carré, 0, 0, R carré, sinus carré, θ. Bon. Dans les deux situations, celle-ci et celle-ci, on a dans la métrique quelque chose qui ne vaut pas juste 1, 1, 0, 0. Quoi. On a ici un terme en plus là, et ici aussi. Ici, le terme dépend des coordonnées, hein, et ce n'est pas une constante, c'est R carré, donc ça dépend de R, ça dépend de la première coordonnée. Ici, ça dépend aussi d'une coordonnée, ça dépend de θ, donc ça dépend de la première coordonnée. La dépendance, n'est pas la même, hein. Là, ça dépend du sinus au carré de la coordonnée, là, ça dépend du carré de la coordonnée. Ces deux situations, au niveau de la géométrie, sont très différentes. Ça, c'est un espace plat qui est décrit par des coordonnées bizarres, ici, des coordonnées polaires. Ça, c'est un espace qui est courbe. Quand on regarde ça, si je vous donne une métrique, si je vous donne cette métrique-là puis celle-là, vous seriez bien embêté de me dire, bah tiens, ça correspond à une métrique qui est plate, mais vue dans des coordonnées bizarres, alors que ça, c'est quelque chose qui est courbe. Dans les deux cas, on a une métrique voilà, qui dépend des coordonnées d'espace, on n'a pas de moyen immédiat de voir ça. Et ben, ce qu'on va faire ensemble ici, c'est qu'on va calculer le tenseur métrique dans les deux situations. On va voir que dans ce cas-là, le tenseur métrique est nul, dans celui-là, il ne l'est pas. Et donc le tenseur métrique, c'est vraiment une méthode pour se dire, enfin c'est une méthode de savoir si l'espace qu'on est en train de considérer est intrinsèquement courbé, ou si la métrique bizarre, c'est juste parce qu'on a pris des coordonnées pas très malines dans un espace qui était plat au début. D'accord? C'est ça l'objectif. On va commencer par ça. Et alors l'objectif, c'est aussi donc que vous manipuliez un petit peu tout ça. Ça, je l'efface pour l'instant, et je vais juste recopier ça là-haut. Et là, à partir de là, ça va vraiment être des manipulations bêtes et méchantes, mais enfin, c'est pas forcément qu'elles sont évidentes, mais il n'y aura pas tellement de subtilité. Voilà, l'idée c'est ça, on a ce GIJ qui est ici, à partir de ça, on va calculer le tenseur métrique. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de commencer par calculer GIJ avec des indices en haut, parce qu'on en aura besoin pour calculer la connexion affine, cette quantité-là. Gamma K IJ, donc je vous rappelle que ça c'est donné par 1,5 de GK L GLIJ GLJI moins GIJL.
Là, j'ai transposé la notation qu'on avait prise avec les mu, nu et lambda, avec des lettres latines. Et donc, on a besoin du coup ici, effectivement, de cette quantité-là pour celui-là. Et on aura besoin de cette quantité-là pour tout ça. Et on dérivera par rapport à différentes coordonnées. Donc, on va calculer on va estimer cette grandeur-là. Donc là, on a tous les éléments en main. Et une fois qu'on a ça, on va calculer le tenseur de courbure qui fait intervenir ces grandeurs-là. Voilà le programme. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, déjà, écrivez ça. Écrivez ce que vaut cette quantité-là. Je vous rappelle que par définition, ça, c'est l'inverse de la grandeur qui est ici. Tu obtiens un truc simple. Oui, effectivement, la matrice est diagonale. Donc, effectivement, si on prend ici 1 sur r carré, 0 et 0, ben on multiplie ça par ça, ouf, ça fait l'unité 1. Voilà, la matrice inverse, elle est simplement donnée par ça. Tout ne va pas être monstrueusement difficile, hein. Il y a des parties qui vont être simples, ben voilà, ça s'en est fait. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, on va s'intéresser à cette quantité-là. Quand je dis cette quantité-là, attention, il y en a plein en fait. Hein. On a 2 choix possibles pour K, 2 choix possibles pour I et 2 pour J. Donc il y en a 8 en tout, quantité de ce type-là. Et encore, on est qu'en dimension 2 là. Dimension 4, c'est 4 à la puissance 3. Donc, commencez par calculer, par exemple, gamma R avec IJ ici. Ça, c'est une quantité qu'on va pouvoir représenter par une matrice, parce que I et J peuvent prendre 2 valeurs. Et donc ça, on va pouvoir le représenter sous la forme d'une matrice, où chaque élément ici, par exemple, lui, là, ça sera gamma R, RR. Celui qui est ici, ça sera gamma R, R, θ. Celui qui est ici, ça sera gamma R, θ. On va commencer tout bête, commencer par calculer par exemple l'élément qui est ici. Là. Commencer par calculer gamma R, R, en remplaçant dans ce qui est au-dessus ce qu'il faut par ce qu'il faut. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je laisse un peu vous cogner la tête contre ce truc-là. C'est des trucs par R. Ok. Oui, de toute façon, effectivement, ça va faire 0 ici. Alors pourquoi? Oui, tout à fait. Et les autres, pareil, parce que θR, il n'y en a pas. Et voilà. Donc, effectivement, vous devez aller par rapport à R ici pour être nul dans celui-là. Bah, ok, tu peux maintenant calculer gamma θ, ou gamma R avec θ, par exemple. Alors, je vais déjà effectivement faire ce que vous avez commencé tous à faire là, c'est-à-dire remplacer bêtement là-dedans K par R, I par R et J par R. Hein. Donc ça donne simplement G. Je le fais bêtement, donc pour l'instant je ne réfléchis même pas. Hein. Je fais vraiment juste copier-coller L, R, R, plus G, L, R, R, moins G, R, R, L. Donc attention, je vous rappelle qu'ici, le L qui est ici, c'est un indice muet qui est répété, il est sommé. Hein. On a une somme ici, L peut prendre combien de valeurs? 2. Ici, on a un espace de dimension 2, donc L, ça peut être la coordonnée R ou bien θ. Donc on a une somme ici sur ça. Alors, bon,
On peut voir tout de suite que c'est nul, donc on va peut-être pas trop passer de temps sur tous les éléments qui sont ici, mais lui déjà, de toute façon, on voit que la quantité qui est ici, on voit dans la matrice là, qu'elle va être nulle si L est égale à θ. Il n'y a pas de GR θ là, ce terme-là est nul. Donc là-dedans, le L ne peut pas valoir θ. S'il vaut θ, ça vaut 0. Donc on peut aussi remplacer éventuellement L par R là-dedans, remplacer le GRR qui est en haut, c'est-à-dire ça par 1, remplacer L par R, on se retrouve qu'avec des GRR, R. Mais de toute façon, avant même de voir ça, on voit tout de suite ici que ça va faire 0. Regardez bien ici. Pourquoi est-ce que ce terme-là est nul? Donc ce terme-là, c'est effectivement lui, c'est la dérivée de ça par rapport à quelque chose. Bah, vu que c'est une constante, qu'on dérive par rapport à n'importe quoi, ça va faire 0. Donc lui, effectivement, il est nul. Dans ce terme-là, maintenant, c'est la dérivée par rapport à R d'un terme en G quelque chose R. C'est-à-dire, ou bien GRR, donc sa dérivée, on va dire que c'est nul, ou bien GRθ, c'est 0. La dérivée par rapport à 0 par rapport à n'importe quoi, ça fait 0. Donc ce terme-là est nul aussi, et celui-là aussi. Donc tout ça, c'est 0, et donc le terme qui est ici, effectivement, c'est 0. Stop. On va s'intéresser maintenant à celui-là, celui qui est en θ, θ. Donc je reprends l'expression qui est ici, je remplace de nouveau K par R, et puis je remplace I et J par θ et θ. Et encore une fois, je le fais bêtement pour commencer. Bah, allez-y. Alors avec un peu d'habitude, il y a quelques réflexes qui viennent. Alors je ne sais pas si vous n'arrivez pas au point d'avoir des réflexes, mais il y a quand même des choses qui sautent assez vite aux yeux. Là. Quand on voit ça, on a G, R, L. Les matrices ici sont diagonales. Donc on a de toute façon, L peut prendre deux valeurs R ou θ, mais celle en θ, on s'en fout, puisque G, R, θ ici vaut 0. Donc dans la somme, il n'en reste qu'une finalement. Donc dans la somme implicite là-dedans, je peux directement remplacer R par L, L par R. Et voilà, et ça s'écrit de cette manière-là. Et on voit ici aussi très rapidement qu'il n'y a rien qui dépend de θ là-dedans, que du R. Donc tout ce qui est dérivé par rapport à θ, il n'y a même pas besoin d'aller voir plus loin de quel terme il s'agit. Il n'y a pas de θ là-dedans. Donc ça c'est nul et ça c'est nul. Voilà. Par contre, lui, il faut faire un petit peu attention, il est dérivé par rapport à R, donc on a effectivement des choses qui dépendent de R, bah oui. Le G, θ, θ, c'est lui, on veut la dérivée de ça par rapport à R, donc ça vaut 2R. Donc on a 1 demi de, ça vaut moins 2R, et puis le terme qui est ici, G, R, R, ça vaut 1. Et donc ça fait effectivement tout ça moins R. Donc le terme qui est ici vaut moins R. Voilà. Les termes qui sont ici font 0 quand on fait le calcul. Je vais aussi vous montrer rapidement. Alors, pour ne pas s'embêter quand même inutilement, hein, la quantité qui est ici, elle est symétrique sur I et sur J. Hein. Si j'échange I et J, ça donne la même chose. On voit sur l'expression qui est là, par exemple. Donc le terme qui est ici est le même que celui-là. Donc je vais en calculer qu'un seul. Je vais en calculer un seul. Donc ici, je vais par exemple calculer gamma R, R θ. Donc ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai remplacé I par R et J par θ. R, θ, G, L, θ, virgule R, moins G, θ, R, virgule L. Bon. Ici, on voit très rapidement que c'est nul. C'est nul pour plein de raisons. Une des raisons, c'est par exemple que ça, c'est nul parce qu'il n'y a rien qui dépend de θ. Donc les virgules θ, de toute façon, ça nul. Ici, on a une dérivée par rapport à R de ce terme-là. Attention ici, dans la seule valeur de L pour laquelle le G ici n'est pas nul, c'est L égale R, on le voit là. Donc je peux remplacer aussi maintenant L par R. Et du coup, on se retrouve ici avec la dérivée de GR θ, mais GR θ c'est 0. Ça c'est nul.
Et ici, on a encore une dérivée de GR θ, c'est 0. De toute façon, ces deux termes-là s'annulent l'un l'autre, même s'ils n'avaient pas été égaux à 0 individuellement. Mais peu importe, ça fait 0, ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc on vient de calculer une des deux matrices. On fait l'autre. Alors je vais aller un petit peu plus vite ici. Ici on a un G, θ, L, avec une somme. Et on va calculer ça pour différentes valeurs de I et J. Dans tout ce qu'on va calculer là, le seul L qui va compter dans la somme implicite, c'est celui pour lequel L est égal à θ. Donc je vais directement là-dedans remplacer L par θ, et puis tout ça par ce terme-là, par le G, θ, θ. Oui, c'est ça, par le G, θ, θ en haut, c'est-à-dire ce terme-là. Ici, je fais L égale θ, tout ça, du coup, c'est 1 sur R carré, et je vais remplacer là-dedans le L par θ. Alors, il suffit d'écrire calmement. Hein. Je remplace ici I et J par R et R pour avoir le premier terme de la matrice là. On a 1 sur 2R carré là. Et je remplace I et J par R, ça fait Gθ R virgule R plus Gθ de R virgule R, deux fois le même terme, moins GR R virgule θ. Pour la même raison que tout à l'heure, ça fait 0. Ici, pour ce terme-là, il n'y a pas de terme hors de la diagonale d'Angers. Donc le Gθ R ici est nul, c'est nul. Lui, c'est le même, donc c'est aussi nul. Et là, on n'a pas de dérivée par rapport à la dérivée par rapport à θ de tous les termes qui sont là sont nuls. Donc ça vaut 0 aussi. Le terme 4 vaut 0. Si je remplace maintenant I et J par θ, bah, en fait, on montre aussi, ça je ne veux pas le faire, on montre aussi que θ, ça fait 0. Pour la même raison, bah, en fait, on le voit directement. Hein. Si je mets que des θ ici partout, toutes les virgules ici, J, I, ou là, c'est à chaque fois des dérivés par rapport à θ. Donc il n'intervient que des dérivés par rapport à θ de cette grandeur-là. Donc ça fait forcément 0. Et donc l'autre qui est intéressante, c'est celle en Rθ. Puisque du coup, si je remplace I par R et J par θ, on obtient ça. Les termes qui sont ici, les dérivés par rapport à θ, comme tout à l'heure, sont nuls. Ça c'était 0, mais par contre il reste lui, et lui il n'est pas nul. C'est le Gθ θ, c'est-à-dire lui. C'est la dérivée de ça par rapport à R, c'est-à-dire 2R. Donc ce terme-là vaut 2R. Il y en a devant 1 sur 2R carré, donc il reste 1 sur R. Donc le terme qui est ici vaut 1 sur R, lui vaut 1 sur R, et lui vaut 0. Vous allez calculer vos premières connexions affines. Je vais les écrire sur le côté. Et on va maintenant s'attaquer à la courbure. Donc, je vais vous réécrire l'expression de la courbure. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais écrire la formule dont je dispose ici et je vais vous la transposer ensuite dans la ligne en dessous sous la forme de I et de J pour qu'on puisse voir ensemble que je ne trouve pas, que vous puissiez aussi le faire avec moi. Alors, où est-ce que j'en ai qui va bien? Celle-là. Le tenseur de courbure de manière générale s'écrit de la manière suivante. Nu, alpha, et on veut calculer nous cette grandeur-là, donc ça devient un petit peu complexe parce qu'il y a 4 indices cette fois-ci, au sens large. Donc c'est un tenseur de rang 4.
Chacune des coordonnées ici va prendre 2 valeurs, donc on se retrouve avec 2 fois 2, 4 fois 4, 16. Il y aura 16 quantités de ce type-là en tout à calculer. Ici, lambda, mu, nu et alpha peuvent prendre les valeurs R ou θ. Donc on va commencer par calculer, on va les faire dans l'ordre. Donc la difficulté dans le genre de calcul, c'est aussi d'un peu d'ordonner ça et de présenter. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par exemple par fixer lambda et alpha à R, de mettre mu et nu, les laisser comme un IJ, et ça c'est une matrice de 2 finalement. I et J peuvent prendre chacun de valeurs, et on aura comme ça 4 grandeurs de ce type-là, donc on aura 4 matrices à calculer. Rθ, I, J, R, et Rθ, I, J, θ. Voilà. Donc chacun des éléments qui est ici peut être représenté par une matrice dans laquelle on va arranger les différentes possibilités pour I et pour J. Commençons par celle-là. Donc j'écris, je remplace bêtement dans l'expression du dessus lambda par R, mu par I, nu par J et alpha par R. C'est parti. Donc en haut, ça va être que des R ici. Et j'ai dit que je remplaçais alpha ici par R et I et mu par I. Ici, le nu, c'est le J. Le θ, c'est notre variable muette. Mu, c'est I. Et alpha, c'est R. Ici, alpha, c'est R. On a une variable muette K. Et mu nu, c'est IJ. Voilà. Voilà, il suffit là, c'est vraiment simple, de prendre du coup, d'aller piocher dans les matrices qui sont ici les valeurs des différents éléments ici pour tous les J et tous les K, puis voir ce que ça donne. Alors, je vais effacer les autres pour l'instant pour faire un peu de place. Et donc ça, on va l'écrire comme une matrice 4, 4. Et le terme qui est ici, là, lui, ça va être R, 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 que des R partout. Et donc ça, c'est ce qu'on obtient en remplaçant là-dedans I et J par R. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une remarque intelligente? En gros, est-ce que vous pouvez être plus intelligent que moi sur ce coup-là? Oui, pourquoi? Parce que tous les cas, les deux premiers, ça fait la même chose, les deux derniers, ça fait la même chose. Oui, effectivement. Donc ça va faire 0, on n'a pas besoin de faire beaucoup de calculs. Et en fait, ça vient même ça d'une propriété que j'ai énoncée. J'ai dit que cette quantité-là était antisymétrique par l'échange des deux derniers indices. Donc ça veut dire que ici, si j'échange ces deux indices-là, je vais trouver moins la grandeur. Or, si j'échange R et R, je retrouve la même chose. Donc si on a cette quantité-là qui est égale à son opposé, ça fait 0. Donc ici, effectivement, quand deux des indices ici sont égaux, ceux-là ou bien ceux-là, on obtient à la fin, effectivement, on obtient 0. Donc tout ça, ça fait 0. Et on le voit ici sur l'expression qui est ici. Ça fait 0. Le terme qui est ici vaut effectivement 0. Alors, une qui est plus intéressante à calculer, je vous le dis tout de suite, on va faire celle pour laquelle J est égal à θ, par exemple. On va calculer celle-là, tiens. Celle-là, c'est gamma R, θ, θ, R. C'est un grand R. Donc cette fois-ci avec I égale J égale θ. Donc le terme qui est ici. Je leur écris pour l'instant bêtement ce qui est ici, et puis on en discute après. Gamma R, θ, R, θ. On a gamma R, θ, θ, R, plus gamma R, θ, K, gamma K, θ, R, gamma R, R, K, gamma K, θ, θ. Alors, concentrons-nous sur le premier terme. Lui, là. Qu'est-ce qu'il vaut? 0.
0, ouais. Alors effectivement, on va le chercher au but. Gamma R, donc c'est dans la matrice qui est en haut. Gamma R, θ R, donc c'est un terme diagonal, voilà, c'est 0. Voilà. Donc, effectivement, lui, il est nul. Lui, lui, il est bien, lui. Il ne fait pas 0. Donc il fait, alors lui, il fait moins 1, effectivement, avec le moins devant, ça fait plus 1 en tout. Puisque, effectivement, gamma R, θ, c'est lui. On dérive ça par rapport à R, donc ça fait moins 1, effectivement. Et donc on se retrouve ici avec plus 1. Ah, on commence à avoir un truc qui n'est pas nul, c'est bien. Plus 1. Et alors ici, donc, on a une... là, je vous laisse réfléchir aussi. Là, on a une somme, hein, c'est deux termes ici. K peut prendre la valeur R ou θ. Et puis ici aussi, on a deux termes. R prend la valeur K ou... K peut prendre la valeur R ou θ. À la fin, ça doit faire 0. Allons-y, faisons ensemble ça. Donc on a une somme ici. K peut valoir R ou θ. Commençons par le K, la situation où K vaut R. Donc ça fait quoi du coup? Si K vaut R, on a du R, θ, R ici. C'est un terme diagonal de cette matrice-là. Donc quand K vaut R ici, ça vaut 0. Donc voilà, la somme, ce terme-là de la somme vaut 0. Et par contre, quand K vaut θ, le premier terme ici vaut R, θ, c'est-à-dire c'est lui, c'est moins R, fois θ, θr, qui n'est pas nul non plus, lui, il vaut 1 sur R, donc je vais le noter. Lui, j'ai dit que c'était, quand K valait θ, c'était R, θ, donc c'est moins R, fois lui, θ, θr, c'est 1 sur R. Donc tout ça, ça vaut moins 1. Et ce terme-là, quand K vaut R, on a R, c'est lui qui vaut 0. Donc quand K vaut R, ce terme-là est nul. Et quand K vaut θ, c'est ce terme-là qui est nul, puisqu'on a gamma θ, c'est-à-dire c'est ce terme qui est ici. Donc ça vaut 0. 1 plus 1, donc ça vaut moins 1, donc tout ça fait 0 effectivement, on a 0. Vous pourrez continuer comme ça, vous trouverez que tous ces termes-là sont nuls. En fait, tous les R que vous allez calculer de cette manière-là pour la métrique que je vous ai proposé là, dans l'espace plat qu'on a en coordonnées, qu'on décrit en coordonnées polaires, les tenseurs de courbure font 0. Voilà. Ça, c'est ça qui vous dit que cet espace, attention, il n'est pas courbe. Sa métrique est bizarre, n'est pas la métrique de Pythagore d'habitude, mais c'est juste un effet de coordonnées. On commence rapidement l'autre situation. Alors, on ne va pas faire tous les calculs non plus, hein. Enfin, c'est juste un peu pour vous entraîner. Donc maintenant, on va reprendre ça avec G qui est égal à R carré sinus carré θ, 0, 0. Et alors attention, ici maintenant les coordonnées c'est plus R et θ, mais c'est θ et phi. C'était des dθ et des phi qui intervenaient dans la métrique. Et bien c'est parti, calculer ça. Calculer gamma, par exemple θ ij, ça c'est une matrice de 2, puis calculer la matrice gamma phi ij. Je vous réécris l'expression de gamma. J'aime bien parce que je la connais par cœur, donc à chaque fois je suis content. G, K, L, G, L, I, J, plus G, L, J, I, G, L, J, I, fois G, I, J, L.
réécris J, IJ en haut, on en a besoin. Vous savez inverser cette matrice de tête? Ouais. Elle est diagonale, hein. Inverser les matrices diagonales, c'est facile. Il suffit d'inverser les termes de la diagonale. Effectivement, ça fait juste 1 sur R2, 0, 0. Et là, 1 sur R2, sinus carré θ. On va déjà faire une manip là au tableau. J'ai réécrit l'expression de gamma qui nous intéresse dans cette matrice-là en remplaçant K par θ. Et du coup, ici, je vais remplacer L par θ partout. Puisque dans le G θ L, ça ici, la matrice est diagonale, donc ça, dans la somme sur L, c'est seulement la valeur L égale θ qui va être non nulle. Donc ça, je le remplace par G θ θ en haut, c'est-à-dire 1 sur R carré. Et je remplace là-dedans partout L par θ. Je le remplace bêtement, je le fais, je ne vais même pas parler en fait, je le fais au tableau, là, vous regardez si vous voulez, je vais écrire au tableau ce qu'on obtient pour le 0 qui est ici, et puis pour le 0 qui est là. Le terme qui est ici, on ne va pas trouver 0 par contre, mais on le fera ensemble vraiment. Les deux là, je les écris juste. Voilà. Et ça fait 0. Ça fait 0 parce que les termes θ, θ ici ne dépendent pas de θ. Donc quand on arrive par là, ça fait 0. Donc pour le terme qui est intéressant, là, le troisième, celui de deuxième terme diagonal ici, donc je réécris ça en remplaçant I et J par phi et phi, pouf, on tombe sur ça. Les termes G, θ, phi ici sont nuls, ça c'est les termes hors de la diagonale. Donc ça fait 0 et ça fait 0, mais par contre celui-là, comme tout à l'heure, en fait, hein, ça fait pas 0 parce que c'est la dérivée de G phi phi, c'est-à-dire lui, par rapport à θ. Donc tiens, on dérive ça par rapport à donc ça par rapport à θ, ça fait 2 0 carré fois sin θ cos θ. Avec aussi moins qui est ici, c'est un moins. Donc on obtient moins sinus θ cos θ. Vous aviez ça? Bon, pour le phi, vous avez commencé à le faire, vous avez quelque chose? Non? Bon, je vous donne le résultat, ça, bon, après vous avez compris comment ça marche. Je vous donne ici. Pour le phi, on a 0 et cos θ sur sin θ.
voyez que c'est pas très compliqué hein, finalement. Ça demande de l'attention, voilà, ça demande d'être concentré, ça demande de bien faire attention à ce qu'on écrit. Mais si on le fait calmement et en prenant bien soin d'écrire toutes les étapes, voilà, on le fait sans problème. Bon, alors on va s'arrêter là pour la partie calcul. Vous avez compris, voilà, je vais continuer le cours, mais du coup, à partir de ça, on peut aussi calculer les R comme tout à l'heure, K, I, J, L. Et on trouve ici qu'on n'a pas l'annulation qu'on avait tout à l'heure. Certains des termes qui sont ici ne sont pas nuls. Voilà. Donc muni d'un tenseur métrique, pompe. Si je vous donne une expression du métrique comme ça, vous êtes capable de faire tout le reste et de savoir si on est dans un espace courbe ou pas en calculant les quantités qui sont là. J'efface.